Toujours en compagnie de mes débatteurs de la première heure, Jules Torres et Ophélie Roch. On était il y a quelques instants avec Franck Louvrier, très proche de Nicolas Sarkozy, puisque c'était son ancien conseiller en communication. Franck Louvrier sur la même ligne que Robert Bourgi, qu'on a écouté. Ils ont quand même des arguments qui font mouche. C'est vrai que, pour ma part, je les trouve assez convaincants quand ils expliquent, en effet, puisque Franck Louvrier était dans le cœur du réacteur, si j'ose dire, à l'époque, Jules Torres. Oui. De toute manière, s'il n'y avait pas d'arguments valables que l'on pourrait entendre, on n'en parlerait pas depuis 3 jours. Si on parle de cette affaire, c'est pas parce qu'elle concerne Nicolas Sarkozy, c'est parce qu'il y a un vrai sujet qui finalement dépasse Nicolas Sarkozy. Le sujet, c'est cette institution judiciaire, c'est comment on peut mettre en prison un ancien président de la République qui a été élu par les Français sur la base d'une association de malfaiteurs, donc une suspicion, un faisceau d'indices auquel l'enquête n'apporte rien. Moi, je vous le dis, j'ai lu les 380 pages des motivations du tribunal, donc je sais absolument de quoi je parle. Il y a des phrases, il y a un raisonnement juridique, je trouve, je suis pas magistrat, mais il y a un raisonnement que je trouve absolument hallucinant, absolument sidérant. Quand on vous explique que Nicolas Sarkozy ne pouvait pas ne pas savoir, je trouve ça un petit peu court en termes de raisonnement. Quand on vous explique que Claude Guéant et Brice Hortefeux, pendant 10 ans, ont dit Nicolas Sarkozy n'y est pour rien, les juges écrivent cela corrobore le fait que Nicolas Sarkozy était informé. Donc en réalité, il y a beaucoup de choses. On peut également parler de l'exécution provisoire, de Mediapart. Si vous écoutez pas Europe 1 ou vous regardez pas CNews, vous ne serez pas au courant que Mediapart a fait info. C'est extrêmement important. Mais c'est ça qui est très important, c'est que cette affaire, elle dépasse. Moi, j'ai toujours en tête ce tweet de Edoui Plenel. Sans vous, on n'aurait pas pu. Mais bien sûr, mais ces gens-là ça veut tout dire pour moi. Sont dans une entreprise de purification de la politique. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Ça a été Marine Le Pen, ça a été François Fillon. Il y en a un quand même, disons-le, qui est quand même très silencieux depuis 3 jours. C'est Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il sait très bien que ça pourrait lui arriver, parce que la révolution, elle dévore ses enfants, parce que c'est justiciable, il veut purifier le politique. Alors qu'Ophélie Roch, ça vous a pas échappé, toutes ces réactions de la France insoumise assez irrespectueuses, parce qu'on imagine mal à l'inverse. Mais c'est ça qui était d'ailleurs assez fascinant, moi je trouve, dans le côté un petit peu de la twittosphère, si on peut dire ça comme ça, c'est de voir finalement ceux qui se sont tus et les raisons pour lesquelles ils se sont éventuellement tus. Et c'est vrai qu'on a l'impression que Jean-Luc Mélenchon, en effet, il fait pas très, comment dire, on n'a pas l'impression qu'il soit très à l'aise finalement avec cette situation. Forcément. Je pense qu'il pense en effet à il est ciblé par la justice. Et il a raison. Je pense que c'est quelqu'un en plus de cultivé, Jean-Luc Mélenchon. Il a dû lire de nombreux ouvrages sur la Révolution et on voit toujours en effet comment ça se passe. C'est-à-dire qu'en effet la Révolution mange chez les enfants et c'est compliqué d'arrêter une machine une fois qu'elle se met en branle, en fait, tout simplement. Jules Torres, vous venez de parler de Mediapart. Je voudrais vous faire écouter un homme qui n'est pas de droite. Pourtant, Alain Finkielkraut, le philosophe, sur Radio J aujourd'hui, il dénonce justement le rôle nocif de ce média. Écoutez. Tout est parti du document de Mediapart. La persécution du judiciaire a commencé là. Donc, si quelqu'un devait être condamné, ce sont les journalistes de Mediapart. Mediapart joue un rôle extrêmement nocif, toxique aujourd'hui dans la presse française. Aucune objectivité, un agenda purement politique, un acharnement contre les personnalités politiques jugées à droite, c'est-à-dire toutes les règles déontologiques du journalisme sont bafouées. Ce n'est pas un organe d'information, c'est une officine de propagande, d'une violence inouïe. Alain Finkielkraut sur Radio J. Et justement, Jules Torres, dans les colonnes du JDD, Nicolas Sarkozy parle de Mediapart et il dit on voit des tweets de Mediapart qui sont likés, comme on dit, par un policier qui instruit, qui enquête justement sur cette affaire. Donc c'est vrai que c'est assez malsain comme rapport et aussi les relations entre le PNF et Mediapart. Mais il y a une confusion des genres, évidemment, un mélange des genres. Moi, je me souviens très bien que ce soit pour Marine Le Pen, François Fillon ou Nicolas Sarkozy, Mediapart, bien souvent, publiait des éléments du dossier avant même que la défense apprenne ce qu'il y avait dans le dossier. Donc là aussi, ça montre une collusion, une association de malfaiteurs, je vais le dire, entre les magistrats et Mediapart. Et le problème, c'est qu'on a passé 13 longues années à juger cette affaire sur la seule foi de cette note, alors que cette note disait en gros qu'il y avait un financement libyen de 50 millions d'euros. On n'a jamais retrouvé ces 50 millions d'euros. Un budget de campagne présidentielle, en tout cas de premier tour, c'est
16 millions d'euros. Donc s'il y avait 50 millions pour financer la campagne de Nicolas Sarkozy, on l'aurait vu. Donc ça arrive le 28 avril, pendant le 2012, pendant le second tour. Franck Louvrier ne le dit pas, mais je pense qu'on peut dire que ça a quand même joué. C'était un second tour qui était extrêmement serré, 51 pour François Hollande, 51%, 49 pour Nicolas Sarkozy. Donc évidemment que ça a joué. Et le problème, c'est que ça a pollué notre débat public pendant 13 ans. À chaque fois que l'on parlait de ça, c'était la note de Mediapart. Note qui est donc fausse. Il n'y a pas d'argent libyen. Il n'y a pas de note. Il faut être extrêmement clair. Et on rappelle aussi quand même que déjà François Fillon avait été d'une certaine manière empêché d'ailleurs par la même présidente. Et j'en termine, ils ont une chance inouïe, Mediapart en réalité, c'est que justement cette affaire nous dépasse. C'est que c'est tellement un sujet important qui va nous occuper pour les prochaines années et qui peut avoir des conséquences dramatiques et sans précédent, que finalement le petit faux de Mediapart, la fausse enquête de Mediapart, c'est dérisoire par rapport à la gravité de cette affaire et de cette condamnation. Ophélie Roch, vous qui êtes professeur également, vous êtes en contact d'élèves, une affaire comme ça, j'imagine qu'on en parle dans les familles. Qu'est-ce que vous diriez, vous, en tant que... On n'en parle absolument pas. Non, mais dans les familles, les enfants entendent leurs parents, peut-être, je suis sûre que c'est pour en avoir au cœur de beaucoup de discussions. Bon, moi, je suis professeur de français, donc c'est pas forcément envers moi, mais j'ai parlé à des collègues qui sont professeurs d'histoire, et je parle bien de professeurs d'histoire en lycée, et notamment avec les spécialisations qui tournent. Vous savez, maintenant, vous pouvez choisir géopolitique dès 16 ans. J'ai demandé à mes collègues, je fais, mais alors, qu'en disent les enfants? Parce que moi, j'aurais trouvé ça... Question. Voilà, eh bien, ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas parce que je pense qu'on a quand même une partie de la jeunesse qui vraiment, ça leur parle pas du tout, en fait. Et c'est vrai que pour avoir posé la question à quelques lycéens, mais ils me disent, mais on s'en moque. Mais vraiment, on s'en moque. Donc, je pense que... Oui, mais sur la justice de notre pays, justement, ceux qui ont pris l'option... il y a des options droit, d'ailleurs, dès la terminale. C'est peut-être ça qui est affolant, c'est de voir qu'on ne peut pas forcément... Vous savez, ils ne sont pas assoiffés de justice. Est-ce qu'ils ne s'interrogent pas sur la justice de notre pays, comment ça fonctionne? Et je pense même que j'ai envie de vous dire que, vous voyez, il y a encore il y a une vingtaine d'années, on disait que parfois la jeunesse était de gauche et que, et qu'après les gens basculaient plus ou moins à droite. Mais là, j'ai vraiment le sentiment que cette jeunesse-là, elle est ni de gauche ni de droite, elle est je m'en foutiste là-dessus. Et en effet, j'ai pas le sentiment, mais à aucun moment, que cette affaire intéresse. Déjà, Nicolas Sarkozy, pour nous, c'est récent, mais pour eux, c'est très loin. C'est certain. Pour eux, c'est très très loin. Oui. Donc, c'est vrai que ça ne leur parle pas, et c'est quelque chose qui est d'ailleurs assez surprenant de voir à quel point on vit finalement sur des sphères temporelles qui ne sont pas les mêmes. Non, c'est plus que le professeur de français, là, j'interpelle les professeurs d'histoire. Quand je vous disais tout à l'heure que cette histoire dépassait finalement la seule condamnation de Nicolas Sarkozy, moi, dans l'histoire de France, il y a 2 dirigeants qui ont été emprisonnés. C'est très simple. Louis XVI à la prison du Temple, le Philippe Pétain à l'Île-Dieu. Moi, j'ai aucune envie. On ne souhaite pas le même sort à Nicolas Sarkozy, en effet. Mais c'est pas moi qui souhaite. Le tribunal, en choisissant de condamner à 5 ans de prison ferme pour une hypothèse Nicolas Sarkozy, ajoute Nicolas Sarkozy à cette liste tragique. Pardonnez-moi, Nicolas Sarkozy, il n'a pas vendu la France à l'ennemi. Nicolas Sarkozy, il n'a pas collaboré avec l'ennemi. D'ailleurs, il est assez courageux dans sa manière, parce qu'on lui dit, vous lui demandez, les journalistes du JDD, s'il appréhende cette incarcération, et on le serait pour moins, quand on entend les témoignages des uns et des autres, notamment Pierre Botton qui était sur nos antennes. Il dit non. Moi, ce que mes collègues du JDD m'ont raconté, et par ailleurs, j'ai quand même eu au téléphone depuis jeudi des proches, l'entourage de Nicolas Sarkozy. Vous aurez tout à l'heure le grand privilège de recevoir Antonin André qui, lui, a participé à cette interview. Ce qu'ils me disent, c'est qu'en effet, au début, il est un petit peu abattu, mais moi, je trouve que même quand il sort, je dis l'image que tous les Français ont vue, il sort. Il vient quand même d'apprendre qu'il allait faire de la prison et que c'était quasiment sûr et qu'il avait aucune voie de recours puisque l'exécution provisoire empêche, enfin non pas l'appel, mais de ne pas aller en prison, même avec l'appel. Donc voilà, quelqu'un qui est combatif, qui est absolument pas acculé. Et quand la rédaction du JDD et d'Europe 1 est allée voir le président Sarkozy dans ses bureaux vendredi après-midi, oui, c'est un président qui est combatif, c'est ce qu'on retrouve dans l'interview. Il dit voilà, ce combat, je le mène pour l'état de droit, dit-il. Absolument, je ne laisserai pas me mettre à genoux, je vais ressortir la tête haute et surtout prouver mon innocence. Moi, je trouve lorsque j'aurai obtenu la vérité, c'est-à-dire la reconnaissance de mon honnêteté. Et l'une des réponses, et j'en termine, les plus intéressantes, je trouve, c'est la dernière, c'est quand on lui demande, mais finalement, est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron qui vous gracie? Ah ben non, mais j'en veux pas du tout, certainement pas. Moi, je veux prouver
prouver mon innocence, je veux prouver mon honnêteté, et j'ai absolument pas envie d'être gracié, parce que si on me gracie, ça veut finalement dire que j'étais coupable. Il y aura toujours un doute. Le pouvoir des magistrats questionné également en matière de politique migratoire. On va en parler dans quelques instants, juste après la pub, avec Jules Torres et Ophélie Roch sur Europe 1.